monsieur de Marseille. J'aurais bien aimé que nous observions une minute de silence en mémoire de nos collègues qui sont tombés au Mali, exactement Ghislain Dupont et puis Claude Guéant. Donc j'aurais bien aimé que nous observions cette minute de silence parce que c'est quand même notre métier noble. Et puis, alors, je suis tombé sur un sujet important. C'est un grand leader d'opinion, William Bourdon, président de l'association Sherpa, et qui sur RFI, qui sur certains médias, parle beaucoup, abondamment de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, ça m'intéresse, comme si on parle de l'Europe. Si vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes allemand, vous êtes espagnol, ça vous intéresse, évidemment. N'oubliez pas que la loi de la proximité en information compte. Un Français suit mieux une information de la France qu'une information du Mali, du Congo, du Tchad. Voilà. Et moi, quand on parle de l'Afrique, à RFI, je me dis, mais je prête l'oreille. Le journal Monde m'intéresse. Moi, quand on dit Afrique, c'est vraiment mon dada et j'écoute. Et parmi les grands leaders d'opinion qui passent par RFI, il y a un certain William Bourdon, patron de l'association Sherpa. Mais il m'a beaucoup intéressé parce que cet homme a pris à bras le corps le combat de l'Afrique. C'est un grand courageux, il l'a dit. Il soulève des dossiers sérieux. Et pour moi, intellectuel africain, journaliste, aussi faiseur d'opinion. Et en tout cas, j'ai aimé boire à sa source. Et quand ce monsieur a parlé des biens mal acquis, ça m'a intéressé. Les pays africains sont pauvres, c'est tellement leur chef d'État gère mal. Et il n'a pas des biens mal acquis, des maisons que détiennent ces chefs d'État africains et des comptes bancaires. Alors j'ai regardé, je dis ok, ben allons-y voir, peut-être que le dossier est sérieux, comme ça si nous sommes pauvres, c'est nos chefs d'État qui sont en train de mal gérer nos républiques et ça nous intéresse, nos journalistes, de prendre le relais de ce combat. Et quand j'ai regardé le dossier, on m'a dit non, il n'y a que des simples supputations, c'est des propositions, il n'y a jamais une ligne budgétaire ouverte au trésor public qui a permis à ces chefs d'État ou dilapidés d'aller acheter leurs biens en Europe. C'est messieurs qui voient des maisons, qui voient des comptes bancaires certainement, ou qui ont connaissance de comptes bancaires, et des messieurs des chefs d'État qui pensent que ces maisons ont été acquises ou ces comptes bancaires ont été ouverts avec de l'argent frauduleux. Ce sont des simples suppositions, il n'y a pas de preuves à l'appui, il n'y a pas d'éléments matériels qui montrent que des chefs d'État comme Bongo, comme Sassou, comme Biya, comme Biangema ont dilapidé sérieusement l'argent de leur trésor public avec preuve à l'appui et qui sont achetés des appartements. Je me suis dit, bah, écoutez, peut-être que c'est même plus sérieux. Et quand on regarde, Denis Sassou Nguesso peut avoir 1 ou 2 appartements, 3 ou 4, bon, des comptes bancaires. Bon, je me dis, est-ce qu'avoir un appartement pour un chef d'État ou 2 ou 3, est-ce que c'est vraiment ce qui ferait que l'Afrique soit plongée dans la misère? Est-ce que si un chef d'État n'achète pas un appartement, moi je connais des particuliers qui ne font pas la politique, qui achètent des appartements et qui sont bien installés en France, qui ne font pas la politique. Bon, et puis je me dis qu'un chef d'État, ce n'est pas celui qui vend la cigarette à côté. C'est un grand homme qui a un pouvoir important, qui a des fonds mis à sa disposition et qui les gère à la fin du mandat, qui ne rend pas compte. Ce qu'on appelle des fonds de souveraineté. Quand un chef d'État reçoit un ami en banquier, reçoit des gens, ce n'est pas de son salaire qu'il dépense. C'est de l'argent du trésor public qu'on a à sa disposition. C'est un métier qui a des avantages, aussi des inconvénients. Donc quand on accède à cette fonction, on a beaucoup d'avantages, également on a beaucoup de devoirs et de droits. Alors est-ce que si ce chef d'État a des amis, a de l'argent, qui s'achète 1 ou 2 appartements, et qu'un homme qui n'est pas chef d'État peut en avoir plus? Pour moi, ça ne m'aimait pas. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur se bat vraiment pour la cause africaine, pour avoir découvert 2, 3, 4 pavillons? Et encore, quand il est découvert, il n'a pas la vérité, il n'a pas la preuve irréfutable que c'est une dilapidation du trésor public congolais. Alors je me suis dit, mais... Et puis c'est un Français, si un Français peut s'intéresser à la cause des Africains, j'ai essayé de voir, mais il doit y avoir anguille sous roche. Qu'est-ce qui se passe que pour un... En fait, je fouille le dossier, je ne trouve pas quelque chose de consistant. C'est comme si je vous dis, le président Hollande a caché de l'argent quelque part ou a acheté un appartement, vous vérifiez rien de consistant. Vous dites, mais attends, mais M. Aziz cherche quoi? Si seulement c'est une simple supputation, et ça quitte la table à supputation, ça devient une plainte posée au tribunal. Et la France donne feu vert d'aller instruire. Moi, ça m'a étonné. Je regarde le dossier, il n'y a que ça, simple supputation. Et moi, quand on peut dire simple supputation, mais on a quand même le feu vert d'aller instruire. Et aujourd'hui, vous connaissez l'histoire, ou bien Nguema a laissé des plumes pour le dossier. Alors je regarde si ce dossier est autant vide, mais il y a quand même un grand bruit médiatique, c'est que ce monsieur a quand même pignon sur rue, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, quand je fouille dans mes investigations, je tombe d'abord sur une émission de RFI collègue qui m'aide. Nous sommes le 19, le 26 décembre 2010, débat africain avec Alain Foucault. On aborde le grand financement de Sherpa par Soro. Je suis scandalisé. Soro qui est un grand fonds vautour, qui est une grande personnalité, qui a des ramifications dans le milieu financier et dont on connaît les implications. Ce monsieur a failli faire sauter la Banque britannique. Donc c'est un monsieur connu comme un grand fonds vautour. Sherpa financé par Soros. Alors je vais dire RFI.
19-26 du mois de décembre, Alain Foka. Je fouille, je tombe sur Carnage de Pierre Péan, qui parle sérieusement de William Bourdon et de Sherpa. Le 30 juillet 2009, je tombe sur Le Point. ONG en eau trouble. Mes confrères avaient déjà découvert par où passe l'argent de Sherpa. Je vous ai cité des confrères qui ne sont pas le choc. Alors quand je vois le dossier du Congo, qui dans le plan quinquennal, dans le premier mandat de Sassou, a une grosse dette avec un opérateur économique occidental et qui n'a pas pu la payer, et cette dette-là, rachetée par un fonds vautour, le Congo bloque, le fonds vautour n'a pas eu satisfaction. Le président Sassou à Paris fait une conférence pour dire on ne payera pas cette dette qui est multipliée par 100. Comment voulez-vous que des fonds vautours puissent appauvrir des pays africains? Nous avons eu un accord avec un opérateur économique, pas avec ce monsieur qui a acheté la dette. Tant pis pour lui, on ne paye pas. Je crois que c'est ce jour aussi, Sassou Nguesso avait signé l'ouverture de sa destruction sur les médias occidentaux. Il a refusé publiquement de ne pas payer, et ceux qui ont pris part à cette conférence de presse, vous vous rappelez, à Paris. Alors c'est quelques jours après, nous avons entendu que les biens de Sassou Nguesso étaient des biens mal acquis, les biens d'Obiangema, les biens de Bongo, bref, beaucoup de chefs africains. Alors, et quand je regarde le faux vautour qu'il y a, regardez que Sherpa reçoit son argent de Soros, regardez l'implication de Soros dans cette dette rachetée, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Comme tout le monde, William Bourdon a la capacité de faire le rapprochement en voyant un appartement. Moi, j'ai la capacité de faire le rapprochement en voyant comment Soros est dans cette histoire de fonds vautour et comment Sherpa est financé par Soros. Donc, si les pays africains qui ont des dettes multipliées, qui n'ont pas voulu les payer et qui les payent pas auprès des fonds vautours, les fonds vautours peuvent se servir des grandes ONG comme Sherpa, droits de l'homme, et pour embêter les chefs africains. Vous savez, en matière, il faut trouver une ONG apparemment neutre. Et les droits de l'homme suffisent, quand on défend les droits de l'homme, on suppose être neutre d'une neutralité exceptionnelle. Même les groupes religieux. Ce n'est pas des partis politiques. Donc on peut passer par ces gens-là pour noircir certaines autorités. Parce que le dossier est tellement léger qu'il fait un tapage incroyable sur la place publique en France. J'ai dit tellement léger parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous mets aux 10 personnes et me dis voilà la preuve de l'argent dilapidé au trésor public. Mais on cite les appartements. Et je regarde des Congolais qui ne sont pas des hommes politiques, un Congolais que je tais le nom, qui a 117 cabinets d'audit en Europe et qui utilise 112 blancs. Il est installé au Congo à Pointe-Noire. Il n'est même pas un homme politique. Ne demandez pas à ce monsieur comme de maison, il est en Hollande, il est en Belgique, il est en France. Cet homme n'est pas plus puissant qu'un chef d'État. Mais il a ses biens. On ne parlera pas du bien mal acquis parce que c'est un privé. Mais si cet homme accède au pouvoir demain, ses biens seront peut-être des biens mal acquis. C'est ce qui m'a intéressé. Et je me dis, bon, ce monsieur qui défend la cause des Africains, avec véhémence, c'est d'ailleurs que j'applaudis. Mais dommage, c'est que le sujet qu'il met sur la table n'est pas lourd. Et comment je peux prendre un relais de cette critique médiatique si le sujet n'est pas lourd? Alors je dis, Yangui Soura, c'est comme si ce monsieur a une autre mission, mais pour la justifier, il met en exergue un bâtiment, 2 bâtiments, un compte bancaire. Quand vous êtes chef d'État, vous avez la crédibilité de tout un État sur votre dos. On ne badine pas avec la République. On peut être chef d'État d'un pays, on va dormir dans une Formule 1, ou de 100 euros, de 200 euros. Ça y va de la crédibilité de l'autorité. Et de l'argent qui est mis en place pour cela. Pour cela. Quand un chef d'État voyage, il y a de l'argent qui est mis en place pour cela. Et c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas d'une dilapidation. Les frais de mission sont régis par la loi. Ce n'est pas d'une dilapidation, les frais de mission. Maintenant, si, outre mesure, le chef d'État est logé dans des conditions quelque chose somptueuses, ok. C'est l'appréciation de chacun. Donc voilà ce qui m'a intéressé. Et quand j'ai regardé toutes les révélations des autres médias que je viens de citer, j'ai fait toujours le rapprochement. Mais si Soros est une grande figure dans le milieu dont on connaît, et quand il peut financer Sherpa, qui est une ONG des droits de l'homme, il y a problème. Mais lisez Le Point. Écoutez Alain Foka dans son émission. Lisez Pierre Péan. Ils ont des mots plus durs que moi. J'ai tout de suite fait le rapprochement. Et quand je fais le rapprochement, j'essaie de gratter sur la personnalité de William Bourdon. Je tombe sur ce que vous avez consulté ici. Monsieur aurait ouvert des comptes bancaires en Suisse au Costa Rica. Le journal vous donne la date d'ouverture du compte,
vous donne le RIB, vous donne le premier montant versé le premier jour et vous donne des retraits sur les trois retraits par la carte bancaire. La précision est telle qu'un RIB, ça ne se ramasse pas dans la rue. Un premier montant versé le premier jour, ça ne se ramasse pas dans la rue. Une carte bancaire, ça ne se ramasse pas dans la rue. 3 retraits, vous avez dans le journal. Et nous avons donc écrit, mais on ne peut pas être un faiseur d'opinion, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que ces comptes bancaires ouverts ont été signalés au fisc français? Parce que je connais un peu que les Français, dans leur gestion, dans leur système financier, quand vous êtes installé en France, quand vous ouvrez un compte à l'étranger, il faut le signaler. Si vous ne le signalez pas, et qu'il y a autant d'argent viré qui part de Sherpa, qui part de Soros pour Sherpa, autant d'argent, je ne vous le cite pas en combien de millions d'euros, mais il faut bien se demander. C'est une œuvre de bienfaisance, oui, mais quand on est homme, quand on est ONG de droits de l'homme, il faut savoir de qui on reçoit l'argent. Il y en a qui disent, je n'ai pas reçu l'argent de Kadhafi parce qu'il a des mains sales, oui. Mais si Kadhafi commence à sponsoriser une ONG de droits de l'homme, on peut quand même se poser la question. Moi, je ne passe pas Soros loin de Kadhafi. De la même disposition des fonds vautours, bien sûr. Si l'un est un criminel politique, l'autre peut être un criminel financier, on ne sait jamais. Et pourquoi ces journaux, Le Point, et pourquoi Carnage, pourquoi RFI s'inquiètent de ce que Soros ait financé Sherpa? Parce qu'on connaît ce que c'est que Soros. Dieu merci, ce n'est pas du journal de choc, c'est des confrères. Et c'est à partir de ces investigations que je fais le rapprochement. Et quand je découvre ça, je me dis, mais attends, mais on peut pas être William Bourdon, qui défend bel et bien bête les Africains, et qui parle avec autant d'aisance de ses chefs d'État, mais qui se compromet dans ce genre de situation. Il aurait pu dire, droit de réponse, j'ai ouvert ses comptes, j'ai signalé au fisc français, il n'y a pas de problème. Mais quand il porte plainte, c'est pour dire, je n'ai jamais ouvert des comptes. Alors maintenant, nous arrivons à la plainte. Le journal sort le 29 décembre 2010. M. William Bourdon porte plainte le 13 novembre, non, le 13 avril 2011. Donc, 3 mois dépassés déjà. Oh, la loi anti-diffamation dit, du premier jour de la publication jusqu'au jour où on a calculé les 3 mois. 3 mois après, l'action publique s'éteint. La diffamation n'a plus de sens. Donc, vous devez porter plainte entre le premier jour de la diffusion jusqu'à compter les 3 mois. Au-delà de 3 mois, tout est caduc. On arrive à la 12e chambre. La 12e chambre ne prend pas en ligne de compte cette exception que nous posons déjà. Parce que nous avons dit, c'est une affaire simple, le monsieur a porté plainte en retard. Et il ne sera pas recevable. Malgré tout, non, l'investigation continue. Parce qu'on voudrait bien aller au fond. Il faut aussi comprendre, c'est peut-être pas étonnant que William Bourdon, qui siège à la 12e chambre, prend l'intention de porter plainte à la 12e chambre. Et nous avons 1 an, comme ça traîné à la 12e chambre, presque 2 ans, puisque ça fait 3 ans. Et c'est à la fin, nous avons dit, mais attends, mais il n'y a pas conflit de compétences? Il n'y a pas conflit d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un avocat qui siège dans une chambre depuis beaucoup d'années puisse porter plainte dans la même chambre? C'est-à-dire, ces magistrats, il les connaît, il cohabite avec eux, il y a fortement une influence d'amitié. Et cette influence peut tronquer la vérité. Peut-être que ça peut même subordonner le jugement. Du coup, nous avons demandé qu'on nous transfère une autre chambre et le procureur nous a écouté, le président, on nous a transféré à la 14e chambre. Et c'est presque 4 mois à la 14e chambre après et que le dossier a été vidé. Parce qu'après, je dis, attends, mais pourquoi on traîne? Il y a pourtant une exception là. On va me dire que le droit français que j'ai lu là, qui a absolument caducité dans la plainte de William Bourdon qui a porté plainte 3 mois après. Mais le président de la 14e chambre n'a peut-être pas pris assez du temps. Il a regardé et puis tout de suite il a délibéré. Il dit, je suis désolé. William Bourdon, c'est un magistrat qui connaît la loi. On ne peut pas comme ça de porter plainte 3 mois après. On amuse la galerie ou quoi. C'est rien, il a débouté William Bourdon, il a dit non. Vous perdez le procès, vous n'avez pas droit à tout ce que vous avez demandé, les 15 000 €, puis les 5 000 € pour les honneurs de vos avocats. Je suis désolé, M. William Bourdon, vous perdez le procès. On aurait pu le faire depuis longtemps. J'ai fait 24 voyages en 3 ans entre Brazzaville et Paris. S'il vous plaît, mettez déjà à 2 000 € le voyage fois 24. Je me dis, il faut demander quelque chose en réparation. Je dis non, le plus important pour moi, ce n'est pas de demander l'argent. Je suis venu parce que c'est un débat important. Parce qu'il s'agit de la vie des hommes. Et moi, je n'ai pas pris la plume et le micro pour faire la poésie dans le journal. Il y a des pages qui sont spécialisées pour des journalistes poètes. Moi, je suis un journaliste engagé. Ma plume et mon micro, c'est fait pour arranger la vie sociale des citoyens. Pour prendre part corps et âme au combat des citoyens, à l'évolution de l'humanité d'une certaine manière. Autant les ONG de droits de l'homme le font, autant le journaliste qui est lui aussi éclairé des consciences doit le faire. Je m'en vais en France affronter William Bourdon sur ce terrain.
On va regarder si on peut vraiment défendre l'Afrique et se servir de l'argent de Soros, et qui est un fin vautour, et dire on est ONG des droits de l'homme. RFI le dit, Le Point le dit, Carnage de Pierre Péan le dit. Et je ne fais que ce relais-là. Cette découverte n'a pas été faite par le genre de choc qui est basé à Talanga et à Brazzaville, mais par des confrères mieux nantis qui ont assez de moyens pour le faire. Je vous ai donné des repères. Du coup, je me dis, il y a Anguille sous roche. Il y a donc là un combat qui ne se comprend pas. J'ai comme le soupçon que certains fonds vautours qui ont des intérêts financiers en Afrique, quand ils ne trouvent pas gain de cause, ils passent, je souligne bien, par des ONG de droits de l'homme qu'on suppose neutres et par des églises qu'on suppose neutres, et pour faire la peau des chefs d'État africains qui, eux, ils sont à la commande de toute exécution. C'est eux les ordonnateurs. Payer, c'est eux qui doivent payer. Accorder un marché les chefs d'État qui accordent quand vous êtes ami d'un chef d'État, mais vous avez tous les pouvoirs. Il faut taper sur les chefs d'État quand ça ne marche pas. Quand les intérêts d'un pays, d'un groupe lobby financier ne marchent pas, eh bien on tape sur les chefs d'État du pays. Il peut même perdre son pouvoir. Il peut être assassiné. Je vais pour vous rappeler la dernière guerre de la Libye, pour laquelle la France, tout bec et ongle, s'est ingérée terriblement. J'ai été tout voir un chef d'État dire « Je le veux mort ou vif ». Kadhafi, c'était un citoyen français. Qu'on veut mort ou vif. La France, pays de lumière, pays d'égalité, pays de justice, s'embourbe dans des dossiers lourds, difficiles à soulever, à faire comprendre aux Africains qui vivent ça de loin. Le bel exemple est où? Je peux m'imaginer un chef d'État africain dire « Ce chef d'État français, je le veux mort ou vif. Ce chef d'État portugais, ce chef d'État hollandais, allemand, quel que soit votre pouvoir. » Mais il y a une liberté à observer. Il y a l'indépendance des États à observer. Quel que soit le degré de criminalité de Kadhafi. Et la justification donnée dans les médias, on nous dit à nous autres journalistes et aussi chroniqueurs, comme j'entends dire, il est en train de tuer son peuple. Je dis, c'est quel peuple? Si la Libye a 40 millions d'habitants, Kadhafi n'a même pas 1 million derrière lui. Quel est le peuple qui tue le peuple? Il ne s'agit pas des étrangers, ce sont des Libyens qui sont traitus. Trouvez-leur une solution à l'amiable ou une par voie de justice, mais n'allons pas tuer des Libyens pour remplacer d'autres Libyens. On tue les Libyens pour la faveur d'autres Libyens. C'est une salade insupportable, inadmissible, intolérable. Et voilà comment. Kadhafi a quand même un gros lot de Libyens derrière lui. C'est ce gros lot qui affronte un autre gros lot de Libyens. Mais quand on dit il est en train de tuer son peuple, vous avez l'impression que Kadhafi a mis sa famille derrière. Il n'a plus rien, mais il se met à tirer sur tout le peuple. Mais derrière lui, il y a aussi des sympathisants. C'est une affaire de pouvoir. On ne veut plus voir une tête à la tête d'un pays. On prend de l'argent, on instrumentalise le parti d'opposition. Allez en guerre contre le président. On appelle là-bas le pays, la population. Ici, ce n'est pas la population. Mais nous vivons en Afrique, je ne vis pas en Europe, moi. Je vis ça tous les jours. Je suis journaliste, je m'en vais à ces combats. Je suis parti en Côte d'Ivoire couvrir l'élection jusqu'à à ce que Gbagbo ait perdu le pouvoir. Jusqu'à l'a mené à l'hôtel Ivoire. Mais c'était terrible d'entendre ce qui se disait. Mais il faut le vivre. Il ne suffit pas de rester en fond, de l'écouter, il faut le vivre. Donc c'est malheureux. Je me suis dit, on ne peut pas être comme ça dans un pays comme la France, qui devrait faire... Quand on me dit la France a autorisé, j'ai dit la France, est-ce que je parle la France, a autorisé l'inscription du dossier qu'on l'ait bien mal acquis, je me suis dit, mais c'est sur quelle base? On n'est pas tout le monde dit, monsieur Aziz, il ne suffit pas d'écrire comme ça, vous nous donner une preuve matérielle que ces comptes sont ouverts. Je dis, mais pour vous, la preuve matérielle, c'est quoi? Il faut que je puisse prendre le chéquier de William Bourdon? Mais je n'ai pas la même compétence qu'a le magistrat ou qu'a le policier. L'arbitraire social, je dis bien l'arbitraire social, je voudrais que le journaliste s'arrête à la simple investigation de loin. Mais que le policier et le magistrat a le droit, ils ont le droit d'aller dans la maison, de faire la perquisition. C'est l'arbitraire social. C'est un métier où on nous demande la vérité, on ne nous donne pas les moyens d'atteindre cette vérité. Aux policiers, on demande la vérité, on lui donne la possibilité d'aller faire l'investigation. Aux magistrats, on demande la vérité, on lui donne la possibilité. Le matin qu'un top chez vous dit, j'ai un mandat, on ouvre la porte. Mais à la personne ne donne pas ce mandat d'aller découvrir la vérité. C'est parce qu'on m'a dit qu'il y a une bombe à Roissy, si je n'ai pas pris la photo, que je n'ai pas dit la vérité. Et si je mettais parce que je n'ai pas pris la photo, les gens meurent. J'ai dit merde. Mais je porte ça sur ma conscience, j'aurais pu ne fût-ce que le dire. Voilà. Et j'ai dit, oh, mais m'écoutez. Dans mon pays, vous êtes en train de juger un Congolais. Mais le Congolais qui est devant votre bar écrit son journal en respectant la loi du Congo. Dans mon pays, mais puis c'est sur Internet, on peut porter plainte même à Paris. Dans mon pays, le président de la République dit, la précision est chirurgicale. Un compte bancaire, un RIB, un versement, un retrait 3 fois avec une carte bancaire, ce n'est pas du pipeau. Je m'en vais faire les vérités. Mais on peut instruire à décharge. Le magistrat français n'instruit qu'à charge, pas à décharge. Parce qu'il n'y a pas eu un livre bancaire dedans. Parce que je dois me trouver au Costa Rica, dit, donnez-moi les relevés de compte bancaire de M. William Bourdon. Mais non. Il y a enfin ce que j'appelle moi l'intime conviction. Mais dans notre métier, on appelle l'intime conviction. C'est comme le magistrat dit.
Même si on me dit c'est pas vous, votre femme vous dit vous étiez avec elle, mon éthique conviction dit votre femme est en train de vous sauver avec son alibi, c'est vous qui avez commis le meurtre. Mais l'éthique conviction n'est pas un élément matériel. C'est une conviction qui est subjective dans votre tête. C'est lui qui a commis le meurtre. Et mon éthique me disait que ma source est tellement crédible, d'une crédibilité indétrônable, que j'ai dit je mets ma main à couper, ma source est crédible. Elle est tellement crédible qu'elle me donne l'adresse, le RIB, le premier montant versé le premier jour, les retraits avec les 3-4 bancaires, soit-elle du milieu de la banque, mais c'est une source. On ne demande pas à un journaliste qui t'a donné l'information, on m'a demandé si son information est juste. Et dans notre métier, on a prêté serment, on peut me donner son coup à couper que de trahir sa source. Trahir sa source, c'est comme un militaire qui donne son fusil à l'ennemi. On ne trahit jamais sa source. On la garde. On donne l'information tout en protégeant sa source. Le point n'est pas de dire qui vous a donné l'information, dire est-ce que ce que vous avez publié est juste? Est-ce que vous avez dit la vérité? Le tribunal n'est même pas parti au fond. Du point de vue de la forme, il a délibéré, M. William Bourdon, vous avez perdu le procès, débouté. Enfin, je vais terminer en disant, mais dit, quand ça s'agite ici, William Bourdon fait ses déclarations, mais à Brazzaville, c'est des gens qui marchent dans la rue. Mais vous n'oubliez pas que pour l'affaire du Beach dont il a déclenché le pays, il est avocat. On venait d'arrêter un général congolais. Monsieur Dabira, qui est l'inspecteur général des armées au Congo. Mais quand on arrête Dabira, moi qui suis journaliste, pour moi l'important, ce n'est pas qu'on a arrêté Dabira, mais c'est le rôle joué par la presse française. Je suis désolé. J'ai été formé dans ce pays, mais je suis désolé. Mais le journaliste a quand même ce qu'on appelle un lot d'archives. Mais le procès des disparus du Beach a déjà eu lieu à Brazzaville. Les gens étaient indemnisés ou condamnés ou pas condamnés. Mal jugés, bien jugés, mais ça a été jugé par les métiers. Je vous dis, j'ai fait 2 fois la prison. Je suis parti en prison un lundi, j'ai fait 1 mois, je sors lundi, je repars vendredi. Et c'est ça les chefs d'État africains, le mauvais côté. On n'a pas dit qu'ils sont blancs comme neige, non. Mais nous sommes capables de faire cette critique. Quand on fait ce métier, on n'a pas peur d'aller en prison, on n'a pas peur d'être indexé. La police, au moment où je vous parle, la police française, elle est assise derrière moi, comme on dit. Chaque fois que je suis venu au procès, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Des hommes d'État importants, des responsables militaires importants. Je me rappelle une autorité militaire d'Afrique qui appelle une autorité militaire pour dire, mais ce garçon, mais il faut bien, excusez-moi l'esprit, il faut bien qu'il ait des couilles suspendues pour aller soulever un dossier comme ça. Mais les Soros, les William, c'est des gens qui ont des ramifications importantes en Europe. Il dit, mais dites-moi, si on est leader d'opinion, mais ce qu'on est important dans la société, et si on est important, mais c'est ce qui intéresse les médias. Il faut bien qu'il y ait des hommes importants qui intéressent les médias. Mais les ministres ne s'intéressent pas à un simple citoyen de la rue et qui a pris un petit pain quelque part. Mais dès lors que c'est un ministre qui vole un pain, c'est plus important que le petit enfant qui a volé le pain dans la rue. Évidemment, ce sont ces hommes importants qui vous intéressent. Donc, quand vous êtes un journaliste, vous pensez que vous voulez le faire avec courage, et moi qui veux le faire pour que les hommes d'opinion poussiérés soient dépoussiérés, il faut bien que je mette ma vie en danger. C'est des choses que je vis tous les jours, même à Brazzaville. On finit un conseil des ministres, et je monte sur le plat, je dis non, c'est mal dit. Et puis voilà, c'est des tels coups de fil qui arrivent. Des gens qui ont fait 30 ans au gouvernement, ils n'ont plus rien à donner, continuent à aller au gouvernement. Ils disent non. Ça suffit, il faut bien changer cette équipe-là. Et tu le dis contre tout le monde qui ne peut pas le dire. Parce que tu es reçu en direction de télévision et le direct a le mauvais côté, c'est qu'on ne coupe pas. Et tu en profites pour dire certaines vérités. Et tu es menacé. Et on t'appelle au téléphone. Parce qu'il y a des ministres qui savent qu'ils ne sont là que pour être ministres durant toute leur vie. Et si le pays ne change pas, ils n'ont plus rien à inspirer. Si vous avez fait 20 ans au gouvernement, maintenant, après 20 ans, vous continuez, il vous reste à donner quoi? Si en 20 ans, vous n'avez pas donné le maximum de vous-même. Je suis autant sévère avec mes confrères ou mes compatriotes, comme je suis autant sévère avec les donneurs de leçons en Occident, qui parfois donnent des leçons sans se dire que là-bas aussi, ceux qui nous écoutent peuvent analyser nos propos et les trouver de vide, comme un simple vent. Ils brassent du vent. Voilà, donc moi, ça ne m'étonne pas, je suis toujours l'habitude de cela. Je peux sortir d'ici, me tirer une balle dans la tête et dire merci, j'ai accompli ma mission. Je peux aller au Congo, me dire, parce que vous aurez diffusion, dire, bon, il arrive à l'aéroport, on va le prendre, dit très bien. C'est la conséquence logique. Je n'ai jamais peur de ça. Pour moi, ça peut venir le matin comme le soir. On dit qu'il était abattu comme mon ami Chebeya, comme mon ami Pis Djawé. Voilà. Ils sont partis, mais les autres aussi partiront. C'est comme le militaire, il tombe au front, l'autre prend la plume, continue. Je dis, c'est les armes. On doit continuer. S'ils sont tombés au Mali, je dis, si on m'envoie au Mali, je partirai pour l'honneur de Ghislain Dupont. On ne peut pas comme ça impunément assassiner des gens. Et ça, je me révolterai jusqu'au bout. Ce n'est pas eux qui font la politique, mais ils doivent faire le métier d'informer. Les décisions que peut prendre Sarkozy, Hollande n'a rien à voir avec le journaliste qui va faire son information, couvrir son information.
Le chef d'État de mon pays peut avoir des relations politiques très dangereuses avec notre État, ça m'empêche pas de couvrir l'information, mais on ne me laisse pas la mort sur la route. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est fois en Afrique, je condamne ça avec la dernière énergie. Voilà pourquoi on a servi une minute de silence. On ne peut pas tolérer ce genre de politique. Gisèle Dupont tombe, et moi je peux me lever pour aller continuer le combat. Et nous continuons le combat. Président de l'association des avocats d'origine africaine, caribéenne et maghrébine du barreau de Paris. Nous existons depuis quelque temps. Nous sommes absolument sensibles à la passion qui vous anime. Et c'est dans cet esprit que pour prendre notre place et notre rang dans le combat qui est celui de notre continent, lorsque nous avons appris que vous étiez dans nos murs, de passage, nous sommes dépêchés de venir, déjà présenter notre soutien, parce que sachez que vous n'êtes pas seul, nous nous constituons pour pouvoir servir de plateforme, de force d'assistance et de soutien pour tous ceux qui se battent pour la cause. La question que je voulais poser, votre procès, il s'est arrêté au niveau de la fin de non-recevoir, ou bien est-ce qu'il est quand même, il a été évoqué au fond? Parce que je n'ai pas tout à fait compris si c'est une décision au fond ou si c'est... Non, en fait, la 4e chambre, quand elle prend l'affaire, elle le reprend comme on dit à zéro. Et quand elle regarde, elle dit, mais non, mais l'exception soulevée est là. Et mes avocats reviennent, disent, bon, peut-être la 4e chambre va nous écouter, reviens. Mes avocats reviennent sur cette exception, et tous ils ont été compris. Mais on ne peut pas aller au fond, c'est déjà la forme dérange. C'est tout. Donc vous n'avez pas eu besoin de prouver que vous n'étiez pas dans la diffamation. Non, puisque le magistrat... L'exception de vérité n'a pas été... Absolument. Je me présente, Benel Waouna, journaliste. De quel organe? Je suis indépendant. Ah d'accord. J'écris, voilà, où je veux, quand je veux. Il s'avère que je suis moi aussi congolais, de Brazzaville, d'origine. Donc je vous connais très bien, monsieur Dominique. Il y a Dominique Asi. Je me vois souvent à la télé, donc je retrouve l'Asie Dominique de Marseille que je regarde souvent sur Télé Congo. Il m'est arrivé aussi de vous critiquer dans un de mes articles. Ça, je vous le dis. Vous êtes de Teranga et moi, je suis de Makelele, quartier Bourreau. Bien. Moi, cet après-midi, j'ai eu l'impression d'entendre un porte-parole du gouvernement. Bien. Ça, c'est la première impression. La deuxième, mais je veux m'arrêter là. La deuxième, au-delà de votre victoire sur M. Bourdon, est-ce que, en toute objectivité, est-ce que vous niez la réalité des biens mal acquis? Bien. On ne crée pas un média avec comme objectif d'aller critiquer quelqu'un. On ne crée un média avec comme objectif de chercher la vérité. Mais pourquoi pensez-vous que les chefs d'État africains sont critiqués? On ne peut pas regarder pourquoi ils sont critiqués. Et si on regarde, on croit que le sujet n'est pas sérieux. Ils n'ont pas le droit d'être blanchis ou d'être critiqués. Est-ce qu'une presse est faite seulement à base unique que de tirer sur ceux qui tiennent le pouvoir? Je vous ai bien dit, quand je regarde le dossier des biens mal acquis, et j'en arrive là, quand vous ouvrez ce dossier, un journaliste, je n'occupe pas de la rumeur. Ma formation m'interdit de dire que dans le bus j'ai entendu, que dans une veillée j'ai entendu. Je me sers du dossier. Voilà un journaliste, un pro. Où est le dossier des biens mal acquis? Il est là. Je ne prends pas ce que un Congolais de la rue me dira dans une veillée, dans une association. Un tel, vous le voyez là, il est l'ami du président, donc c'est bien serrer les biens du président. Ce n'est pas du journalisme. Le dossier est où? Monsieur William Bourdon, les chefs d'État ont mal acquis leurs biens, le dossier. Et quand vous lisez le dossier, il faut avoir accès au dossier. On dit, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que ce dossier nous montre une seule preuve matérielle d'un bien mal acquis? Mais le dossier montre l'acquisition des biens. Mais cette acquisition n'est pas justifiée, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, par de l'argent volé. Et comment voulez-vous que je me tourne de l'argent pour dire, oui, c'est volé? Mais c'est aussi une diffamation. Il faut éviter. William Bourdon est un grand diffamateur, mais il porte plainte contre diffamation. Parce que quand tu poses le dossier qui n'a pas de preuve, mais c'est une diffamation. Au moins, je vous parle. Montrez-moi 4 sur table. Quels sont les éléments qui constituent le dossier des biens mal acquis? La preuve est où? Le tribunal français reconnaît la compétence des associations pour vérifier l'honnêteté des biens? Oui. Mais cette compétence ne dit pas qu'ils sont condamnés. Il peut rejeter comme un dossier, comme on a rejeté la demande de William Bourdon. Non.
Bouté. Mais pourtant, on a ouvert l'affaire. Je n'ai pas commencé à danser parce qu'on a ouvert l'affaire. Nous, William Bourdon ne peut pas dire, je commence à danser parce qu'on a ouvert l'affaire. Mais il a commencé à danser, il a perdu. Comme on peut ouvrir l'affaire, aussi on perd. Les chefs d'État peuvent gagner. Mais on ne laisse pas qu'à la juge de gérer l'affaire. Les opinions peuvent s'exprimer. Et c'est là où le rôle des journalistes d'investigation. Allez-y, fouillez, n'attendons pas que la justice nous parle. Nous aussi, nous devons parler. On ne fait pas le même métier avec les juristes. Pendant que la justice instruit, nous aussi nous cherchons. Parce que la justice peut être corrompue. Elle peut être achetée par des chefs d'État pour dire on n'a pas de bien. Mais nous pouvons vérifier si, est-ce que la justice peut être honnête. On vous dit que la justice ne peut pas acheter une cour française. Je vous ai déjà dit comment on a libéré Ndengue la nuit. Vous savez les dessous de l'affaire. Mais quand on est, je me suis, il faut savoir de quoi on parle. Donc nous on se dit, cette affaire, il faut voir clair. Peut-être qu'ils ont volé. Mais si tu vas voir le dossier, il est vide. Tu t'effondres pas. Mais tu t'effondres. Je ne m'occupe pas de monsieur, pas dans le but qui dit, ah, ils ont des biens. Mais la rue ne fait pas l'information. La source est là, crédible. Rentrez, ayez accès au dossier. Demandez à William Bourdon, demandez à Sherpa, oui, il est comment là? Et quand tu vas au trésor public congolais, mais prends le temps de dire, monsieur le TP, je suis désolé, le président s'assoit à des appartements en France. Ça sort ce terme trésor public. Mais il vous dit, ni de près ni de loin, on n'a aucun sou à mettre à disposition pour acheter sa maison. Il a tellement de l'argent qu'on n'a pas besoin. On ne lui demande pas combien il a eu son argent, mais il ne l'a pas dilapidé du trésor. Mais comment ça fait vos investigations? Mais je ne sais pas quand il dénonce ça. Je vous pose une question. William Bourdon est parti au trésor public, non. Il a vu des maisons. Et il a porté plainte. C'est pas ça. Vous allez me dire qu'il a fait des investigations, ça aboutit à cela. Il vous dit un tel a une maison, un tel a une maison, un tel a une maison, tel un compte. C'est pas ça le dossier. Il suffit de les voir et de les aligner pour dire qu'ils sont mal achetés. Voilà ce que j'appelle, moi, le dossier bien mal acquis. Comme vous dites, vous niez. Mais je nie les vieux parce que je n'ai pas la preuve de l'évidence. C'est parce que la rue a parlé abondamment que le sujet devient véridique. Mais la rue est irresponsable. On ne condamne pas la rue. Voilà. Moi, jusqu'à présent, mon ignorance peut-être m'amène à dire que je n'ai pas encore eu accès aux documents montrant la fraude dans l'achat de ces biens-là. Et comme vous dites, vous ignorez l'évidence. Mais l'évidence, ce n'est pas la parole de la rue. L'évidence, c'est l'acte matériel qui est posé. Et quand il dit, ben, vous êtes comme un défenseur. Mais attends, mais je vous ai déjà dit. On ne fait pas la presse avec comme option de tirer ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui sont d'opposition. On ne tire que sur des sujets mis sur la table pour lesquels on dit, là on a mal fait, là on a bien fait. Le même pouvoir pour lequel je peux être porte-parole, quand je dis non, 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 ça soit dans un État voyou. Mais parce que c'est des États voyous qu'on garde des copains qui ont fait 20 ans un pouvoir. Qu'on ne les enlève pas. Ça, j'ai besoin de le dire en caressant les doigts de Sassou. Je le dis à la télévision, ça me coûte des ennuis, mais je le dis. C'est un journaliste, messieurs. Ce n'est pas la rumeur. Ce n'est pas la volonté publique dans un bus ou dans un matanga. Oui, Françoise Guénin Traverso, présidente de l'Association internationale des droits de l'homme. Nous sommes une ONG des droits de l'homme, mais nous ne recevons pas de grosses enveloppes. Voilà. Il y a M. Soro. Non. Mais on en a besoin quand même. Voilà. J'ai vu remarquer votre passion pour l'Afrique. Vous défendez l'Afrique vraiment avec brio, passion, malgré les travers que nous avons constatés. Et ça, merci. Ce n'est pas une question, mais plutôt, c'est vrai que la justice fonctionne mal, mais on peut aussi la remercier parce que même si c'est la deuxième chambre, hein, qui n'a pas soulevé l'exception d'irrecevabilité. La 12e chambre. La 12e, d'accord. Mais ceci dit, ça a été corrigé par la 14e chambre. Mais on peut aussi regretter qu'on n'ait pas débattu au fond, parce que sinon, on aurait compris... comment ? À la demande de l'accusé. Oui, mais comme il y avait l'irrecevabilité, à partir du moment où on regarde d'abord les exceptions d'irrecevabilité, si elles ne sont pas, s'il n'y a pas, si on ne peut pas vous recevoir, donc on ne peut pas traiter l'affaire au fond. Absolument. Donc on peut le regretter. Merci. Je suis Aurélie Ranivoire-Essoa, je suis donc Madagascar, Madagascar Magazine. Je suis membre de l'Association de la presse étrangère. Donc j'admire votre courage, votre passion en tant que journaliste déjà, mais je me dis, est-ce que vous n'auriez pas préféré que cette affaire, au lieu que ça soit directement délibéré pour qu'on n'a rien fait, donc c'est irrecevable, et
du coup, ce n'est pas traité dans le fond. En fait, le sujet, et je trouve que c'est bien que vous ayez expliqué déjà, parce que je n'étais pas, je suis généraliste et je ne suis pas au courant de ce dossier exactement. Mais concernant les biens mal acquis tels que je l'ai lu, moi, dans la presse en France, qui n'est pas concernée normalement, c'est que par rapport à la pauvreté de l'Afrique, que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de biens acquis par tous ces chefs d'État africains et que l'Afrique soit si pauvre. Donc, c'est vrai, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été bien que ce sujet soit quand même traité et pu être traité dans le fond? Parce que c'est flagrant, cette pauvreté de l'Afrique et cette grande richesse. Moi, les Qatars, je ne sais pas ce qu'ils... Je m'en occupe pas vraiment. Comme je suis d'Afrique, c'est vrai, je m'intéresse à tous les biens qui se passent... D'accord. Merci, donc, cher professeur. Oui, mais madame, j'ai toujours dit, une impression n'est pas une condamnation. On peut regarder par impression que voilà des chefs d'État africains qui s'enrichissent, la population est pauvre. Est-ce qu'il y a une loi qui dit l'enrichissement d'un chef d'État face à la pauvreté d'une population est sanctionnable? Ce qui est sanctionnable, c'est l'acte posé, la faute commise, le détournement de fonds, la dilapidation de fonds, la tuerie, la perquisition. Malheureusement, on est dans des sociétés qui nous ont précédés, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas de chefs d'État pauvres. Je ne connais pas d'hommes d'affaires qui ont un pouvoir, important qu'ils soient pauvres. Mais nos lois auraient pu siéger en la matière. Mais madame, on gère une république pas par des impressions, mais c'est par la loi. Si chacun devait donner son impression, mais personne ne serait libre. On dirait que Sarkozy a trop de bien, donc on dirait qu'Hollande dit... Non! Que dit la loi? Est-ce que la loi dit qu'un chef d'État qui s'enrichit, même s'il n'a pas volé au trésor, s'il a volé au trésor, mais qu'il fasse la prison? Mais s'il n'a pas volé au trésor, qu'il ait des moyens d'être riche et que cela n'est pas répréhensible. Mais notre opinion, à nous seuls, ne nous permet pas de dire c'est condamnable. Le problème, c'est que c'est une impression. Ce que vous dites est tellement vrai que des gens qui gaspillent des milliards, il y en a qui payent des conteneurs, pas par fret, mais en direct, sur des vols directs, qui sont tellement riches parce qu'ils ont le pouvoir en main, mais devant un simple citoyen qui n'a même pas 100 €. Et ça écoeure ce que vous avez dit, madame. Mais cette impression ne fait pas office de loi. C'est-à-dire quand quelqu'un dit, bon, j'ai l'impression qu'ils ont volé, on peut instruire l'affaire. Bon, moi, je suis journaliste, je dis, bon, ok. Moi, il a donné une impression, peut-être qu'il y a le vol dedans. Et juste à ce qu'on regarde, le jour qu'on demande qu'un chef d'État a volé, madame, on ne va pas le caresser. Et vous fouillez, le dossier reste à une simple impression. Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous allons nous allier sur l'impression, et on va condamner l'impression. On va condamner le constat de ce que les Africains sont pauvres, les chefs d'État sont riches. On condamne le fait répréhensible par la loi. Si je suis devant vous, mais parce que la loi interdit la diffamation. Ce n'est pas une simple impression qui m'amène à Paris. C'est une loi. Donc, le conseil que vous faites est vrai. Mais quand je fais ce même conseil, ce que je vous ai dit, madame, les droits de l'homme ont raison de regarder l'enrichissement illicite des chefs d'État africains. C'est un enrichissement illicite qui peut être porté sur la place publique, mais qui peut donner droit à un jugement si cela est possible. Mais quand je dis pour l'Afrique, mon problème à moi n'est pas de dire, pour regarder l'Afrique, je me dis, il y a 2 poids 2 mesures et je vais l'expliquer. Je vous pose la question. Les Chinois vivent-ils trop bien? Il n'y a pas de pauvres là-bas. Mais ils n'achètent pas autant de biens en Europe. Les émirs vivent-ils tellement trop bien? Il n'y a plus de pauvres là-bas. Mais ce n'est pas eux qui ont acheté une partie de l'Europe. Ainsi donc, on peut regarder dans l'humanité tout entière. Le même processus qu'on fait aux chefs d'État africains. Faites-le aux émirs, faites-le aux Chinois, qui eux aussi ont acheté peut-être bien mal acquis, ou bien acquis. Le problème n'est pas de dire, ils ont, le problème c'est de dire, je vous ai dit, quand j'ai regardé le dossier, il m'a intéressé. Je me jette dans le combat, mais quand j'ai regardé le dossier, je ne trouve aucune preuve qu'il était. Bon, je m'alignais seulement sur l'impression de leur richesse. Moi, en Afrique, je peux acheter mon pain. Je peux manger, peut-être à ma faim, mais je n'attends pas que je me donne de l'argent. La fonction que j'assume me donne le pouvoir d'acheter un pain. Mais pour l'assumer, je n'ai pas besoin d'un chef d'État. Et sinon, il y a des Africains qui vivent bien, pas sur le seuil d'1 $, mais parce qu'ils ont travaillé aussi pour vivre bien.
Il ne suffit pas seulement d'être se mettre à crier qu'on a faim, mais il faut aussi travailler. Il y a beaucoup d'Africains qui sont des très gros paresseux. Je vous dis, je vis, que Sassou s'achète 10 maisons. J'ai ma maison, moi, à Brazzaville, et ce n'est pas l'argent de Sassou. C'est parce que j'ai travaillé aussi, madame. Donc l'impression est une impression réelle, mais cette impression réelle ne fait qu'on se mette comme ça à condamner ou aller à voler avec les chefs d'État africains. Et je dis, les ONG auraient pu regarder sur toute l'humanité, sur tous les continents, parce que les biens acquis en Occident ne viennent pas seulement des chefs d'État africains. C'est là où je dis, il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez dit, vous ne savez pas le Qatar, mais allez-y visiter, madame. C'est aussi un quartier de pauvreté là-bas. Allez-y voir la Chine. C'est un quartier mis en lambeaux, où des gens mendient terriblement. Mais les forces financières sont ici. Monsieur m'a dit, il y a un Congolais qui, on l'a vu dans des vidéos danser avec des chefs d'État. Mais qui vous dit, les gens qui ont des grands biens ici ne dansent pas avec des chefs d'État en Chine. Ce n'est pas les amis des chefs d'État chinois. On vous dit celui qui a acheté l'équipe de Paris Saint-Germain. Ce n'est pas l'émir du Qatar. Mais l'émir, c'est qui? Ce n'est pas le pouvoir du Qatar. On ne peut pas regarder si tu es bien acquis. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le déséquilibre. L'impression est bon sur le déséquilibre, le traitement de cette information. Pour moi, je ne sais pas, on aurait pu dire, je regarde le Qatar, je regarde la Chine et dis, félicitations, ce n'est pas seulement l'Afrique. Voilà le combat, celui-là. Lila Morello, une des ambassadrices de l'AIBH, voilà, l'Association internationale des droits de l'homme. Voilà. Moi, ma question, elle porte peut-être plus sur la famille, dans le sens où vous, vous sentez pas forcément menacé, ou enfin, que ça vous passe, c'est pas votre priorité, mais vous n'avez pas peur pour vos familles, vos proches, justement, des représailles, vous êtes dérangeant, disons-le. Je salue votre courage, je salue votre bravoure et votre passion, mais vous êtes dérangeant parce que pour des hommes de pouvoir auxquels vous vous attaquez, vous êtes forcément... Je veux vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. De tous les juristes congolais, je suis le seul qui a fait 2 fois la prison. J'ai inauguré les prisons. Je suis le premier juriste congolais qui a fait la prison. La première prison, c'est... Je dénonçais le fait que le président Pascal Lissouba, à peine élu, prend de l'argent, appelle les Israéliens pour former une milice privée. On n'a pas besoin d'une milice privée dans un pays qui a une armée. Et ça a coûté 6 milliards, 13 milliards. 13 milliards, on peut créer une usine, au lieu d'aller prendre des gens pour leur donner des armes et construire une milice privée. Et cette révélation m'a amené en prison. Diffusion de documents administratifs confidentiels. Secret d'État. J'ai fait la prison. 1 mois. Je sors lundi. Vendredi, je repars en prison parce que j'ai jugé que la gestion du pays était chaotique par le biais du Premier ministre à l'époque. C'était Yombi Opango. Et là, j'ai fait la prison avec Yombi Opango. Mon grand ministre des Finances a porté plainte. J'ai passé 6 mois sur les barreaux. Je suis sur madame, je n'ai pas quitté mon pays. Je ne suis pas venu m'exiler en France comme certains le font. Ça ne marche pas bien. Je suis resté là jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai maintenant, moi, c'est le pouvoir de Brazzaville sur le dos. Quand je dis, ça c'est un État voyou, parce que des gens qui ont mis du temps, 20 ans au gouvernement, ils n'ont plus rien à donner, continuent à être là au gouvernement, alors que le pays ne va pas bien, il faut changer d'autres cadres. On a beaucoup de cadres, il faut une révolution des cadres, on a besoin. Le président de la République peut se dire, bon, le club d'amis, ça suffit. Le Congo veut un développement, toi tu as fait 10 ans au gouvernement, tu as fait 15 ans, tu n'as rien donné, on change. Je me bats contre ça. Une constitution qui a été taillée sur mesure pour mettre un chef de tour, pour dire non, cette constitution ne nous arrange pas. Elle dit le chef d'État nomme et revoque les ministres. Non, un ministre peut rester 30 ans au gouvernement, on ne le révoquera pas parce que la loi ne donne qu'autorisation au chef de l'État. Je dis non, donnez l'autorisation à la représentation du peuple qui est l'Assemblée, qui peut dire ce gouvernement dégage. C'est ça la loi. Et ça, c'est ça pour ça que je me bats. Et aujourd'hui, c'est ça ceux qui ont au pouvoir. Et là, j'ai des problèmes, madame. Évidemment. Ma question est limitée à votre famille. Vous dites ? Votre entourage. Est-ce que ça n'amène pas un danger sur voilà, votre famille? pas un danger, Mais je vous ai dit que je peux sortir d'ici le son une barre dans la tête, je peux aller me dire, bon, tu as parlé à Paris, tu ne peux plus repartir. Je dis, mais ce sont les dégâts collatéraux, je les assume et je les attends. Et ça, c'est inévitable. Ma tête est mise à prix. À n'importe quel moment, je peux me retrouver comme Pris Djaoué, je peux me retrouver comme Chebeya. Ma petite sœur a subi ça en tant que ministre privé. Vous êtes la sœur d'Inter. Elle a tout montré qu'elle n'est pas ma petite sœur pour ne pas passer sur la guillotine. Aujourd'hui, elle a le Mans. Elle a le Mans. Ne pas sous la guillotine. Partons de Brazzaville, fouillant la guerre pour Pointe-Noire. On la repère à un bouchon. Et au sorti de Bakongo, vers Kinsundi, dit, ben madame, vous êtes la sœur de M. Azid. Il dit non, non, non. Elle a tout fait pour nier les faits. Et jusqu'à ce que vraiment, qu'elle ait parlé en Vili. Parce que son mari est Vili. Ah, donc ce n'est pas vraiment. Alors qu'elle n'est pas Vili, c'est ma petite sœur. Elle veut d'avoir marié un homme de l'autre ethnie. C'est ce qui l'a sauvée. Elle serait passée sous la guillotine. Mon épouse, ce n'est pas la peine. C'est une femme électée à l'écoute du chef de Madame Lissouba.
Imaginez la douleur d'une femme qui a des enfants. Aujourd'hui, monsieur Aziz en prison, courant coupé, eau coupée, les enfants ne sont plus mis à l'école, salaire coupé. Comment je peux faire? L'époux du chef d'État reçoit la lettre, on parle à son mari, et c'est en plein journal télévisé que l'information apparaît à la télé. Le président d'Issouba qui accorde une interview. Sa femme a écrit à mon épouse. J'ai voulu regarder la situation. Son journal sort encore des nouvelles plus difficiles. Alors, gardez-le en prison. C'est le président qui le dit sur les antennes, la télévision. Et mon épouse est dit, ah, c'est sa femme, la pauvre. Elle vit ça. C'est une femme timide, mais qui a eu le bonheur et la malchance d'avoir un mari qui a mis sa tête à prix. Les amis le savent, on nous appelle fils d'Obiangema. Parce que nous nous sommes rendus compte, dans cette histoire de Biamalaki, avec M. Bourdon, d'abord, dans un premier temps, les dossiers n'ont jamais été montés par M. Bourdon. Juste des associations congolaises qu'il a récupérées et chassé ces associations. Tout à fait. Il les a chassées. Nicolas, Noël et moi, nous avons été au tribunal plusieurs fois. L'irrécevabilité dont tu as fait allusion, les autres le savent, 10 000 fois, présentée par des avocats. Il n'y avait pas de réponse. Les accords de Mérida, dont la Guinée équatoriale n'a jamais signé. Les avocats, vos confrères français, ont dit oui, malgré ça, mais il y a une raison d'aller jusqu'au bout. Et enfin, Transparence internationale. En vous rencontrant, j'ai parlé avec le président Biangessa plusieurs fois. Daniel Lebecq, président de Transparence internationale, va opérer en Guinée équatoriale pour exploiter du pétrole. Technique compagnie. 250 millions de dollars. Contrat. En fin de contrat, on revoit, ça a marché ou ça n'a pas marché. Pour Technique, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale va faire? On retire, on donne le marché aux Chinois. Et voilà ce monsieur, homme d'affaires, mais qui est président plutôt de Transparence internationale, qui va monter et ressusciter le Biamalaki. Bref, je vais parler trop loin. Affaires asiatiques. Dans chaque numéro, quand on pose la question à William Bourdon, on viendra, mais pour des facilités juridiques. La France aimerait travailler avec l'Afrique parce que sur le plan juridique, les droits sont presque les mêmes. Donc, moi je crois que dans cette histoire, cher ami, tu fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Mais la question que je poserai, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que des preuves, des évidences que tu as en tant que journaliste d'investigation, est-ce que ces preuves existent que M. Bourdon aurait des comptes à l'étranger? Si c'est oui, parce que notre ami Afrique Éducation a fait un dossier, un contre-indication, une réponse à Asie, répondant des falsifications, de tout ça. Est-ce que tu peux au moins aujourd'hui nous apporter des éléments clairs sur ce point-là? Je vous disais tout de suite que nous avons regretté que l'affaire ne soit pas allée jusqu'au fond. Vous savez, quand j'ai dit aux magistrats français, mais dites-moi, mais en matière de droit, on instruit à charge et aussi à décharge. Ainsi, il ne suffit pas de dire, je n'ai pas de compte terminé, je m'assois, je m'en vais à la maison, j'ai raison. Mais il faut prouver aussi qu'on n'a pas de compte. Il y a aussi ça. Et le magistrat peut instruire à décharge pour dire, Monsieur William Bourdon, la précision, je vous ai dit, le droit de chez moi de mon pays, au Congo, vous écrivez comme ça. Le magistrat vous demande parce qu'il dit, j'ai la date, j'ai le RIB, j'ai la banque, je débarque en banque. Levez-moi le secret bancaire. Telle autorité vient d'ouvrir un tel compte, on y va. Quand il y a des éléments, il convoque le journaliste. Si c'est mal dit, ou c'est bien dit. Mais il se sert de ces éléments. Quand vous dites un tel a ouvert un compte, vous n'avez pas donné le RIB, le compte. Ça veut dire que vous n'avez pas la preuve. Mais si vous donnez le RIB, vous donnez le compte, vous donnez les retards de cartes bancaires. Mais ce n'est pas des éléments de preuve. La preuve peut être matérielle, comme elle peut être visuelle, comme elle peut être verbale. Une preuve a toutes les caractéristiques. C'est que vous dire que moi j'ai vu M. Joseph rentrer à l'hôtel Pullman. Vous lui dites que vous n'avez pas donné la photo, c'est pas vrai. C'est une preuve qu'il l'a vue. Elle peut être verbale comme matérielle. La difficulté dans les dossiers de spécialité, quand on vous dit de donner une preuve sur un compte bancaire, c'est que le compte bancaire, on n'a pas accès. C'est un document tellement confidentiel. Pour l'avoir, il faut avoir des ramifications du milieu banquier. Et ce milieu banquier, sur des ramifications, protégez-le. Ne l'exposez pas. Donnez votre quoi, même si vous devez faire 50 ans de prison, faites-le. Vous savez que qui vous donne autant de précision, ce n'est pas quelqu'un qui est très loin du milieu banquier, mais qui ne peut pas s'autoriser d'aller filmer un livre bancaire
On va tout de suite comprendre que ça sort de tel milieu. Vous avez tous les éléments qu'on vous donne, mais vous n'avez pas le droit d'avoir le chéquier de quelqu'un. Vous allez l'avoir comment? C'est pas possible. C'est là il est plus difficile. C'est pas comme sur un meurtre. Ici, il s'agit des dossiers ultra confidentiels. Comme vous avez tué quelqu'un à plus de confidence, on ouvre. Mais là, allez voir les fonds de quelqu'un dans une banque. Mais la confidentialité est telle que vous n'allez pas facilement avoir accès à d'autres choses. Mais on vous demande une chose, vous l'avez dit. Quelles sont vos précisions? La banque, le RIB, le premier montant versé, les montants transférés dans ces fonds-là, vous les aviez ici, plus les retraits avec carte bancaire. Donc les comptes existent. Mais bien sûr, mais attends, je vous dis bien, le montant versé, les comptes existent. Comment ça? Merci. Je comprends. Nous ne sommes pas. Non, mais tout à fait. Je comprends parfaitement. Non, mais c'est justement parce que veuille présider, mais souffre qu'aujourd'hui. Je voulais juste savoir quels sont les faits qui étaient diffamatoires. Qu'est-ce qu'on vous imputait comme fait? Diffamation envers. En tout cas, M. William Bourdon a dit tout ce que le journaliste a dit est une imagination de son esprit. Du coup, il m'a diffamé. Ses avocats disent ça. C'est une représentation de l'esprit. Monsieur Aziz a dormi, il a rêvé. Il a rêvé que j'ai ouvert des comptes au Costa Rica, en Suisse. Mais ne vous en faites pas. Je vous donne une autre information. Le jour où le choc révèle ça, monsieur ferme les comptes en Suisse, au Costa Rica. Il amène ses fonds où? À Hong Kong. Et il ouvre le compte à Hong Kong. Quand il a ouvert lundi, vendredi, j'avais l'information. Avec le montant versé. Et je l'ai publié dans le magazine qui suivait. Et c'est là où monsieur a porté plainte de diffamation. Ah oui? Voyez-vous? Il ouvre. Et quand je publie, il ferme. Et le jour qu'il ferme, s'il vous plaît, j'ai le dernier montant retiré du compte le jour qu'il a fermé. C'est comme tu dis, ah oui? Ça y est là, le dernier montant. Non. Au Costa, le dernier montant. Ça y est là dedans. Le jour qu'il a fermé, son compte était créditaire de temps. Il a mis cet argent. Et quelques semaines après, et au lieu de le garder en France, il va encore, il ouvre. Il ouvre lundi, vendredi, j'ai tous les éléments. Donc pour lui, c'est cauchemardé. C'est-à-dire, je suis en train de rêver. Quand je dors, je rêve qu'il a ouvert des comptes. Quand je dors, je rêve. Pour lui, donc, il y a diffamation parce que les faits ne sont pas justifiés. Merci à vous. Nous ne fermons pas cette parenthèse, au contraire, elle reste ouverte d'une part comme de l'autre. Et bien évidemment, en fonction du calendrier de notre confrère, si avant le sommet des chefs d'État, il arrive qu'il souhaite repasser par Paris, mais cette fois-ci, chers confrères, dis-le nous au moins 2 semaines avant, ou alors par des canaux...